L'hebdo politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hebdo politique sur Sensation, diffusée également cette saison sur BPM, la radio du Montois. Ce soir, je reçois la conseillère régionale et présidente départementale du FN, Mathilde Androuet. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Mathilde Androuet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 33 ans, diplômée de Sciences Po. Vous êtes consultante en communication pendant 5 ans avant de devenir en 2014 l'assistante de Florian Philippot au sein du service communication du FN. Vous travaillez désormais, on va en parler bien sûr, aux côtés de David Rachline au sein du Front National. Vous avez été seconde du Front National de la jeunesse, puis candidate au municipal de Houille, au départemental, toujours à Houille, et enfin aux récentes législatives dans la 11e circonscription des Yvelines. Et je le disais, vous êtes conseillère régionale et présidente départementale depuis le mois dernier. Tout à fait. L'hebdo politique, Véronique de la Maisonneuve. Est-ce que vous avez compris le départ de Florian Philippot, vous qui le connaissez bien, qui était proche de lui? Oui, je peux le comprendre parce que je pense qu'humainement, ça devenait pénible pour lui de trouver sa place. Après, là, la partie incompréhensible, c'est sur la politique. C'est que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence, en fait, de vision entre Marine Le Pen et Florian. Et donc, je vis ça un peu comme... Enfin, j'ai un sentiment de gâchis, en fait. Le fait qu'il soit parti, le fait de vivre son départ. Mais bon, voilà, il a voulu vivre son aventure et on verra ce que ça donnera. C'est pour ça que vous ne l'avez pas suivi aux Patriotes et que vous êtes resté au Front National? Oui, je pense que son projet n'est pas forcément viable. Je pense que l'espace qu'il essaye d'occuper est déjà occupé par Nicolas Dupont-Aignan. Et donc, et par ailleurs, plus globalement, je suis toujours peinée de la division de la famille des patriotes, des amoureux de la France. Je me suis vraiment réjouie lors de la présidentielle de l'alliance entre Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Et voilà, arrive encore a priori une nouvelle famille et voilà, mais voilà, ça fait toujours plus de divisions et à mon avis moins de force pour la France. Ça montre aussi, en tout cas nous, c'est ce qu'on voit de l'extérieur, qu'on ne peut pas avoir des idées différentes de Marine Le Pen au sein du Front National. Elles ne peuvent pas s'exprimer. Pour moi, elles n'étaient pas différentes. Donc, je pense que... Donc, c'est une question... C'est vraiment une... Je pense que c'est des questions humaines, c'est des questions de place. Florian parle de glissement, mais voilà, pour m'être entretenue évidemment dans ce contexte directement avec Marine Le Pen, voilà, elle reste toujours sur cette même ligne qui est rassemblons tous les patriotes de droite, de gauche, peu importe, défendons la France face à l'Union européenne, défendons la France face à l'arrivée massive de migrants, voilà, défense de la France sur tous les fronts, sur le front social, on en parlera peut-être avec la loi Macron, et donc... et pour moi, Florian disait la même chose, et donc ce n'est vraiment, pour moi, je ne le place pas vraiment sur une différence d'idées. Mais le fait qu'il soit parti et qu'il ait créé ce mouvement, pour l'instant, va peut-être quand même affaiblir le Front National, ou ça ne fait pas peur? Est-ce qu'ils se continuent à se parler, par exemple, Marine Le Pen et Je l'ignore, je ne sais pas si... D'ailleurs, il me tiendrait au courant ou pas, mais... Est-ce que vous continuez à voir Florian Philippot? Ne serait-ce que pour des raisons pratiques d'employé qui n'est plus employé. Oui, d'organisation. Oui, mais... Est-ce que vous avez peur qu'ils vous prennent des adhérents, tout simplement? Qu'il affaiblisse le Front National? Il en a forcément pris quelques-uns. On en a vu que certains conseillers régionaux aussi qui l'avaient suivi, notamment beaucoup dans l'Est. Mais je ne pense pas qu'électoralement, Florian Philippot ait les moyens de soulever de rallier à lui des milliers de personnes de manière suffisamment significative lors de prochaines élections. C'est mon avis, voilà, clairement. Je ne sais pas si la réalité, enfin voilà, l'avenir me contredira ou pas, mais voilà. Est-ce que c'est pas aussi une conséquence de la défaite de Marine Le Pen à la présidentielle? Je pense que ça a évidemment eu un impact. Ça a ébranlé le parti quand même, cette défaite? Ça nous a touchés, enfin, à titre très personnel, moi j'ai plus mal vécu le premier tour à 21% que le second tour, même si en même temps on n'a jamais fait de tel score et on sait très bien qu'il y a toujours le front anti-républicain, à mon avis, contre nous.
et qui joue encore et encore. C'est ça qui a fait perdre Marine Le Pen. C'est pas l'entre-deux tours, c'est pas ce fameux débat. Clairement, ce fameux débat. Si, c'est jamais un débat a autant cristallisé finalement les forces politiques. Elle doit se remettre de ça, et peut-être qu'en effet, Florian a pris sur lui cette déception, et l'ensemble des regards se sont tournés vers lui. Je pense que c'est partiellement injuste, hein, mais bon, oui, c'est vrai que Marine Le Pen a admis elle-même qu'elle avait raté ce débat. Il y a eu une vraie autocritique au sein du parti. Vous avez eu des débats vraiment pour essayer d'analyser cette défaite ? Alors, en tout cas, sur ce débat, oui, évidemment, il y en a eu, mais l'aspect aussi humain qu'on occulte énormément en politique, mais quand on est lancé dans une campagne. Mais voilà, Marine Le Pen reste une femme, un être humain qui était extrêmement fatiguée, même atteinte physiquement par cette fatigue. Donc, concrètement, elle n'était pas assez préparée, et elle n'avait peut-être pas assez de plage horaire pour préparer clairement ce débat. Ça, c'est mon avis aussi. Mais je pense que globalement, on est tous d'accord, et voilà, et elle-même a admis publiquement avoir raté une marche ce jour-là, quoi. Mais d'après vous, elle n'a pas perdu sa légitimité à la tête du parti ? Non, parce que le problème ne se pose pas. Comme je vous disais, sur les idées, elle reste ferme, elle reste claire, ça fait partie de cette politique. Oui, mais les adhérents, comment ils la regardent maintenant ? Alors, les adhérents ont évidemment eu un moment de stupeur, je pense, mais en même temps, la raison revient parce que la réalité nous frappe de plein fouet, c'est-à-dire que la loi Macron, on voit les dégâts qui se profilent. Le récent assassinat, enfin le récent crime contre les 2 jeunes filles à Marseille, je pense, a beaucoup choqué les Français. Donc voilà, le terrorisme, casse sociale sont des réalités du quotidien, et voilà, on s'aperçoit que la parole de Marine Le Pen finalement était cohérente et presque entre guillemets prophétique, c'est-à-dire qu'elle annonçait tous ces soucis, et l'affaire d'un débat était un problème de forme, mais sur le fond, je pense qu'elle avait entièrement raison. On va en reparler évidemment de votre opposition à Emmanuel Macron, mais ce qu'on entend le plus en ce moment, c'est plutôt la France insoumise au niveau de l'opposition, justement. Vous n'êtes pas en train de vous faire chipper la place du premier opposant au président par Jean-Luc Mélenchon ? Alors, il est vrai qu'en plus, je crois que M. Mélenchon a parmi, notamment le milieu médiatique, certains amis, clairement, notamment la presse écrite, il y a beaucoup de personnes encartées France Insoumise. Donc, je pense que ça joue, et j'en dire pour exemple le fait qu'hier, il était applaudi dans l'Assemblée parce qu'a priori menacé. Quand il a été établi que le meeting du Front National à Marseille était lui-même menacé, et là, très clairement et très concrètement par des gens qui... préparer un acte de terrorisme, personne n'a bougé pour nous a transmis ses amitiés ou son soutien. Donc je pense qu'il y a aussi une affaire de communication à 2 vitesses où M. Mélenchon est porté aussi par un atout technique qui est le fait d'avoir un groupe, et donc des facilités au sein de l'Assemblée. Une dernière question sur ce sujet-là. Marine Le Pen parle de changer de nom. Ça fait partie de ce qu'il faut faire pour essayer justement de remonter et de se replacer sur l'échiquier. Alors, c'est parce que je pense que le terme Front National a cristallisé 45 ans aussi d'opposition et de diabolisation, très clairement, où dès qu'on passait le cap Front National, ça y est, on était bannis, passés au banc du monde politique, médiatique. Et c'est peut-être aussi ce qui fait du bien en ce moment à Florian Philippot, qui le dit lui-même, c'est-à-dire s'en être extrait, ça facilite l'ouverture dans beaucoup de milieux, notamment très parisiens. Donc je pense qu'en effet, c'est une manière aussi de dire que c'est une nouvelle époque, c'est l'époque de Marine Le Pen, et non plus Le Pen tout court. Ça peut ouvrir des perspectives. Après, il y a une vraie interrogation sur l'opportunité de changer un nom, parce que voilà, un changement de nom, c'est vraiment aussi une nouvelle étape de communication à faire connaître auprès de la population. Mais ça sera un débat. Il y a récemment, en ce moment, un questionnaire qui va être envoyé à l'ensemble de nos adhérents, leur posant notamment cette question très ouvertement et leur demandant leurs idées, leur avis. C'est à titre consultatif, bien sûr, c'est toujours Marine qui a affirmé clairement qu'elle tranchera et qui part d'ailleurs en campagne interne pour son congrès au mois de mars. Mais en effet, elle-même s'est engagée, a priori, à le changer. Allez, on passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique.
La suite de cette hebdo politique où je reçois Mathilde Androuet, qui est la présidente départementale du FN. Alors je disais, vous êtes donc pris à la présidence de ce FN 78 récemment. Ça s'est plutôt passé dans un contexte un peu difficile. Racontez-nous ça. Comment êtes-vous arrivé là ? Très concrètement, c'est le secrétaire général aux fédérations, qui est M. Jean-Lin Lacapelle, au sein du Front National, qui m'a demandé de prendre cette place. Suite au limogeage de l'actuel ça, évidemment, ça suivait. Président. Voilà, exactement. Et donc, j'ai été nommée par l'intégralité du bureau politique au mois de septembre. J'ai été désignée. Donc, ça vous n'avez pas l'impression que ça va être compliqué du fait que ça se soit passé dans ces conditions-là ? Pour vous, c'est pas... Non. Non, parce que moi, j'ai jamais eu de différend avec mon prédécesseur. Donc avec qui je travaillais sans aucun souci pendant les législatives. Ça fait partie d'une vague aussi globale de rajeunissement même de l'ensemble des responsables départementaux en Île-de-France. Donc parce que, hormis la Seine-et-Marne et l'Essonne, tout l'ensemble des responsables départementaux d'Île-de-France ont été renommés. Et on a tous à peu près la trentaine d'années. Le Benjamin de l'équipe étant Jordan Bardella en Seine-Saint-Denis, qui est devenu d'ailleurs porte-parole du Front National. La preuve que c'est un parti en plus qui fait confiance à la jeunesse. Alors qu'est-ce que vous souhaitez pour le département, pour les Yvelines ? Comment vous souhaitez placer ce FN au sein de la politique yvelinoise et quoi faire dans ce département ? Alors je pense qu'on a un rôle de perturbateur des barons locaux, parce que c'est vrai que les Yvelines s'illustrent à chaque fois pour système de baronnie LR. Un peu moins dans la dernière députation. Alors, un petit peu moins, mais en même temps, à mon avis, c'est un système un peu bancal, parce qu'on se retrouve en même temps, on l'a vu là, des sénatoriales, donc avec un sursaut des Républicains, où c'était juste écrasant. Mais en même temps, on a un sénateur En Marche issu de la droite et un député, je vois à Versailles, En Marche, mais issu de la gauche. Je pense que d'ailleurs, En Marche dans les Yvelines, ça va être un peu bancal. Et à côté de ça, des Républicains qui ne trouvent pas du tout leur place entre ceux qui veulent clairement collaborer avec les macronismes et donc, à mon avis, qui vont remettre à mal leur identité politique, et ceux qui, plus sur la ligne Wauquiez, à mon avis, veulent rester ancrés, mais... voilà, quelle sera leur marge de manœuvre, leur marge de communication. Donc je pense que le Front National, lui, a un rôle clairement d'alerte aussi sur cette instabilité politique. Nous, on a une ligne, on a un programme et c'est assez clair. Donc je pense que cette stabilité peut rassurer. Un département qui par ailleurs a plein de logiques différentes, des sociologies très diverses, des milieux très urbanisés comme très ruraux, des métropoles comme des villages. Donc c'est aussi une immense diversité qui est très très riche et donc très intéressante politiquement, et où on a énormément de choses à faire et d'où on pourra rayonner par ailleurs autour de la seule mairie Front National en Île-de-France. C'était ma question suivante. Évidemment, vous avez, j'imagine, une volonté pour les prochaines municipales de faire encore mieux qu'une seule mairie, Mantes-la-Jolie. Alors ça serait bien, sachant que autour de Mantes-la-Ville, on voudrait aussi... rayonner. Clairement, si on va vers le fond des Yvelines, c'est son zone de force. Donc je pense que de l'exemple de Mantes-la-Ville, montrer que voilà, avoir une étiquette Front National ne veut pas dire se tiers-mondiser. Bien au contraire, c'est aussi l'assurance d'une gestion plus cohérente, plus soucieuse aussi des deniers publics. Rappeler peut-être aux Français que ces deniers publics sont leurs deniers à eux, et donc évidemment leur montrer que oui, avec la municipalité Front National, ça marche et tout se passe bien. Vous parliez d'un programme clair avec des idées claires. Dans les Yvelines, concrètement, quelles sont d'après vous les urgences au niveau de l'emploi, au niveau de l'insécurité Alors, hélas, l'insécurité, à vrai dire, l'actualité parle pour nous. C'est vrai que quand on voit le simple cas, d'ailleurs dans un silence assourdissant des médias sur le cas de Sartrouville, ou lorsqu'on ferme une mosquée salafiste, les forces de l'ordre se font caillasser pendant plusieurs jours, ce qui est bien la preuve quand même qu'il y a très concrètement sur nos territoires une implantation d'ennemis de la France. Voilà, des gens qui ont pour ambition de faire reculer l'état de droit et de faire reculer les droits des Français et notamment des Françaises. Parce que là, je reviens sur ma propre expérience en tant que candidate dans le législatif dans la 11e circonscription des Yvelines qui comprend Trappes. Oui, concrètement, quand on est une femme française sur ce genre de territoire
où la loi salafiste avance, les droits de la française reculent. Et donc je pense Mais là, le gouvernement a mis en place une loi, ça a été voté. Oui, alors une loi où il il refuse des amendements, donc nos propres amendements qui proposaient un retour de la double peine, à savoir que lorsque vous avez un criminel, un délinquant étranger, il faut l'expulser, il n'a rien à faire sur notre territoire. Bon, ça nous est refusé. Je voudrais qu'on m'explique maintenant pourquoi on garde parmi nous des gens qui nous veulent du mal. Enfin voilà, c'est alors c'est peut-être plein de bon sens, c'est peut-être trop simpliste pour des gens qui se prennent très très au sérieux, je pense, chez les macroniens. Mais en l'occurrence, c'est la vraie question. Le cas de Laura et Morane qui ont été égorgés à Marseille est très parlant à cet égard. On a limogé le préfet du Rhône qui n'avait pas expulsé ce clandestin qui était multirécidiviste. Pourtant, ça n'a pas été assorti d'une injonction à l'intégralité des préfets sur notre territoire, à savoir, dès que vous avez des clandestins qui, en plus de ça, sont délinquants ou criminels, expulsez-les. Non, cet ordre n'est jamais arrivé. Donc, voilà, il faut sortir de la communication et je pense que le Front National des Yvelines, mais globalement le Front National pour l'ensemble du territoire, a un rôle d'alerte. Il faut qu'on nous aidions à ouvrir les yeux de nos compatriotes sur les méfaits du macronisme, ce qui est très très fort en communication, mais peut-être qu'en communication. Autre point que développe beaucoup en ce moment le gouvernement et le Parlement, c'est cette loi sur l'emploi. Il y a un vrai problème de chômage en France, un vrai problème pour trouver du travail, pour se former. Êtes-vous d'accord avec ce qui est mis en place actuellement? Elle fait un peu grincer des dents, cette loi. Évidemment, parce qu'elle arrive déjà à moitié préparée, parce que je prends le cas des routiers, où concrètement, quand ils ont commencé à taper du poing sur la table en disant « Attendez, l'affaire de nos frais de route, la suppression de nos frais de route, ça représente 1 000 € sur une fiche de paie », ce qui est plus qu'important, c'est clairement pas portion congrue. Et donc là, il y a eu renégociation, donc je pense, mais par branche. Et donc je pense que cette loi n'était pas très bien préparée, est arrivée soudainement tel un coup près sur un ensemble d'institutions, d'organisations ou d'entreprises. Et par ailleurs, je pense que là aussi, on dévie du vrai sujet. C'est-à-dire que souplesse, la flexibilité, non, c'est un vrai sujet en termes de gestion administrative des entreprises, oui. Je ne suis pas certaine qu'on ait facilité ça. Par contre, on a facilité le licenciement. Donc, alors, il y a une espèce d'incohérence. Pour créer plus d'emplois, il faut faciliter le licenciement. Voilà, à mon avis, là aussi, c'est une sorte c'est assez étonnant, cette ambiguïté. Non, je pense que le vrai sujet, c'est de faire baisser les charges de nos entrepreneurs, baisser les charges des patrons, parce que ça leur permettra d'embaucher. C'est-à-dire qu'un salaire, pour un patron, ça lui coûte le double. Et donc, forcément, il est en capacité d'augmenter, voire d'embaucher. Par ailleurs, je pense qu'il faut favoriser le patriotisme économique. Or, ça nous est interdit par l'Europe. Et si on protégeait nos entreprises, le fait qu'elles se développent sur leur territoire, on éviterait, je pense, pas mal de choses. Un parfait exemple, c'est peut-être le cas des travailleurs détachés, qui, cette directive, a clairement absorbé et même digéré la quasi-intégralité du monde du BTP en France. Voilà, on se retrouve avec des chantiers, avec que des étrangers qui ne parlent pas français, donc il y a vraiment aussi des questions de sécurité qui se posent, mais également d'emploi. Voilà, tant qu'on favorisera le dumping salarial, eh bien on va toujours embaucher des étrangers qui seront moins chers, qui seront en plus moins regardants sur les droits sociaux, et donc on créera du chômage. Et ça, c'est à mon avis les deux vraies mesures, c'est baisse des charges et développement du patriotisme économique. Et ça, Macron n'a pas le courage de le faire. Et pour aller plus loin, vous êtes toujours au Front National dans l'idée de quitter l'euro, de quitter l'Europe? Pour vous, c'est pas protectionniste de rester en Europe? Cette Europe-là, en tout cas, a besoin d'une sérieuse révolution. Voilà, c'est aussi, à mon avis, sortir ou pas sortir, à vrai dire, ça, c'est plus de la technique. La vraie question, c'est de savoir comment on rétablit notre hiérarchie des normes. C'est-à-dire que si l'Europe passe avant notre propre constitution, c'est anormal. Voilà, le but du jeu est de faire un espace de cette Europe, un espace de coopération des nations libres. Le fait qu'on s'entende et qu'il y ait une unité culturelle, politique, qui remonte finalement au-delà même de cette Union européenne, qui remonte maintenant à des siècles,
pourquoi pas, en effet, un espace de coopération, mais des nations libres. Et là, en l'occurrence, cette Union européenne joue contre les nations et joue contre les peuples. Et là, je répète encore, la simple existence de cette directive détachement est une injure aux travailleurs européens, tout simplement. Le cas de la Grèce aussi, à qui on met toujours le couteau sous la gorge, et aussi une infamie à l'égard d'un peuple entier. Et donc voilà, je pense qu'il faut ramener l'Union européenne à sa propre place, à savoir dirigée par des gens non élus, je le rappelle, donc qui est clairement dans une ambiguïté en termes démocratiques. Et donc voilà, le peuple prime, la voie démocratique prime, et donc l'Union européenne doit tout de suite descendre de plusieurs étages. On ressent là depuis l'élection d'Emmanuel Macron qu'il y a un petit problème de communication justement avec le peuple français, qu'il ne comprend pas forcément très bien. Il n'est pas très haut dans les sondages. Marine Le Pen le juge, son style méprisant et suffisant. Vous partagez cette opinion ? Oui, globalement. Enfin, c'est multiples dérapages qui ne créent encore moins la polémique que nous, un petit élu au fin fond de je ne sais quelle campagne. Oui, il y a un vrai souci. Enfin, quand on traite de feignants des personnes qui, ne peuvent pas faire des centaines de kilomètres par jour pour aller travailler, parce qu'en fait, voilà, c'est vraiment des réactions, en fait, certes de mépris, de personnes totalement déracinées et hors sol. Parce que peut-être que, oui, dans son univers, on peut aller travailler une journée à Londres, puis revenir, puis repartir à New York, puis à Dubaï. Alors ça, c'est juste pas du tout la loi du genre. La plupart des Français, en fait, aiment ne pas avoir trop de transport, ce qui est logique pour pouvoir après rentrer chez eux, s'occuper de leur famille et avoir de quoi vivre dignement. Donc, M. Macron, à partir du moment où on a un travail, alors peut-être qu'il fera baisser le chômage, comme en citant à chaque fois l'Allemagne, l'exemple allemand. Enfin, l'exemple allemand, c'est beaucoup plus de travailleurs pauvres que chez nous. C'est des gens qui peuvent avoir des salaires avoisinant les 350 €. Je trouve ça indigne, voilà, en termes de... Et donc, oui, je pense que sa communication est méprisante, mais je pense que... Mais c'est peut-être pas par méchanceté, mais c'est juste par absence totale du sens des réalités. Pour revenir à des questions plus locales, je dirais, le chef de l'État, il souhaite fusionner les 3 départements de la petite couronne, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis. Il a une grande idée du Grand Paris, de la métropole Grand Paris. Je le disais, vous êtes donc la présidente départementale du FN et conseillère régionale. Comment vous voyez ça ? Comment ça se passe dans les débats ? Comment voyez-vous la région Île-de-France dans quelques années ? Ça, c'est les grandes idées à M. Macron. C'est les villes-mondes, en fait. Je pense qu'il a vraiment une logique comme ça. Et Mme Pécresse a la même logique, d'après vous ? Alors, elle a vraiment une tendance, parce que je pense que Mme Pécresse a un autre système. C'est un système des féodalités, c'est-à-dire que pour elle, être présidente de région veut dire être reine de région. Mais bon, ça, c'est tout autre chose. Et en même temps, hier, à la région, justement, Île-de-France, le Front National s'apprêtait à voter avec l'ensemble des groupes, mais a priori c'est des groupes de gauche qui ont refusé une motion globale défendant le respect des autres échelons qui existent. Et au Front National, c'est vrai qu'on défend les échelons de proximité, les échelons auxquels même les gens vont voter tout simplement, à savoir l'échelon communal et le département, parce que le département est encore une taille, somme toute, raisonnable pour que les gens aient un lien avec leur territoire. Vous croyez vraiment que les gens ont des contacts avec les départements, leurs élus des départementaux ? Ne serait-ce que parce qu'ils gèrent la politique sociale. Et plus vous éloignez, en fait, les acteurs de la politique du citoyen, plus vous créerez des inégalités, des incompréhensions aussi, tout simplement. Et à mon avis, une mauvaise gestion. Et ce millefeuille ne fait pas aussi beaucoup de dépenses en cette période où il faut faire des économies ? C'est pour ça que nous opposons aux intercommunalités, c'est pour ça que nous opposons encore aux multiples projets qui veulent encore empiler et empiler, donc créer des emplois un peu fantômes et où il y a une dépense de l'argent public qui est beaucoup moins bien gérée par ailleurs que lorsqu'on avait des échelons compris en plus par l'ensemble de la population et identifiés comme tel. Donc non, c'est en termes d'efficacité, il faut diminuer absolument ces échelons, comme il faut d'ailleurs même au niveau plus haut de l'État, diminuer le nombre d'élus, afin d'avoir une gestion plus efficace, plus directe et plus en contact avec le terrain, tout simplement, avec les Français, qui sont, eux, demandeurs d'action politique. Et ce qui m'inquiète beaucoup en ce moment, c'est que je pense que les Français s'extraient énormément des questions politiques, avec un certain fatalisme, en se disant, de toute façon, ils nous apporteront jamais rien de bon. Et les sondages de M. Macron, qui, à mon avis, balayent du revers de la main,
c'est terrible, mais peut-être qu'il a peut-être même pas tort, parce que je pense que maintenant les Français ont décidé de ne plus s'intéresser à lui. Sauf que le problème de la politique, c'est que la politique revient à vous. Et à toutes les personnalités politiques, pas seulement Emmanuel Macron. Vous ressentez ça ou pas ? Globalement, je pense qu'il y a un désintérêt, un désintérêt mêlé de fatalisme en fait des Français. Et moi, j'ai été très frappée de l'abstention. Lors des dernières législatives, lors des dernières élections, même présidentielles, c'était anormal, c'était moins important que d'habitude. Pourquoi ? Parce que les Français n'imaginent pas qu'une solution peut sortir du monde politique, et c'est très grave. Et donc là aussi, il y a un enjeu, nous, localement, qui est montré que le Front National, même localement, on a des leviers pour aider nos compatriotes, très concrètement. Parce que s'ils abandonnent la politique, de toute façon, elle reviendra à eux. Il ne faut jamais oublier que vous avez beau ne pas vous intéresser, un jour ou l'autre, c'est quand même ça qui va faire varier votre feuille d'impôt. Et peut-être un jour que j'espère n'arrivera jamais, quelqu'un vous dira, là, on est en guerre avec tel pays, et donc il faut y aller. Donc nos vies sont entre les mains des dirigeants, donc charge à nous, en gros, de leur tenir la laisse courte. Merci beaucoup, Mathilde Androuet, d'avoir été notre invitée ce soir. C'est la fin de cette hebdo politique. Vous pouvez le retrouver sur notre site en podcast audio et vidéo. À dimanche prochain. Au revoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.